C'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au cœur d'une vive polémique, voire d'une grande sociale. En République démocratique du Congo, le registre des appareils mobiles RAM, un projet initié par le ministère de PTNTIC, lancé le 24 septembre 2020, justement supervisé par l'autorité de régulation des postes de télécommunications, un projet qui a du mal à passer au sujet de sa taxe, surtout taxe RAM qui fait polémique au sein de l'opinion. Justement, on parlera des contours de cette taxe, quel est son apport donc justement en République démocratique du Congo, comment est-ce que ça s'adapte par rapport au train de vie de la population, a-t-elle un soubassement juridique ou organique? Toutes ces questions seront abordées avec notre invité, l'honorable Juvenal Mounoubo. Il est député national, membre de l'UNC, de l'Union Sacrée. Il est également auteur de la question orale avec débat adressé au ministre des PTNTIC, Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Avec lui, nous allons justement parler des contours sur ce dossier RAM. On va également parler justement avec lui au sujet des préparatifs des élections à venir en 2023, bien entendu, et comment se prépare l'UNC pour affronter les échéances électorales, en l'absence bien sûr de son président, Vital Kamerhe, toujours en prison. Comment ça va se passer au sein de l'UNC? Eh bien, toutes ces questions auront leur réponse dans votre émission En Clair. En Clair, une émission diffusée sur Politico Play qui traite justement de toutes les questions d'actualité brûlante de l'heure. Bienvenue à tous. Bonjour honorable Juvenal Mounoubo. Bonjour madame, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Vous êtes député national, membre de l'UNC, Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe. Avec vous, on va parler d'un sujet qui fait la une de l'actualité et qui continue à le faire d'ailleurs, parce que le dossier RAM est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On va justement s'apaisantir sur cette question, mais également sur votre question orale avec débat que vous avez adressée au ministre des PTNTIC. On va tout à l'heure parler de ça, mais d'abord on va justement parler de ce projet RAM. On va donner un bref aperçu d'abord. Et RAM, Registre des appareils mobiles, c'est un projet qui a été lancé le 24 septembre 2020 par le ministère de tutelle. Donc, c'est dans l'objectif de lutter contre le vol et la contrefaçon des appareils mobiles. C'est également pour protéger la santé des usagers, justement contre les effets toxiques des appareils non conformes aux normes locales et internationales. Là, on parle du taux élevé du plomb, justement, mais aussi pour accroître la qualité et la sécurité du service des réseaux mobiles en RDC. Mais au-delà de ça, le gouvernement ou encore le ministère des PTNTIC a revu ses ambitions à la hausse. On nous dira plus tard que c'est aussi pour justement instaurer ou installer un Wi-Fi gratuit au niveau de l'aéroport international, mais également dans toutes les universités. D'abord, par ces brefs aperçus du projet, comment le jugez-vous? Merci beaucoup pour l'invitation. Une première chose, c'est qu'on ne peut pas interdire à un gouvernement d'améliorer l'accès à l'Internet à sa population. C'est tout ce qui est souhaité. C'est ce que tout le monde souhaite, que le gouvernement congolais améliore l'accès à l'Internet. Parce qu'avec le monde actuel, on ne peut pas se passer de l'Internet, la communication. Alors, une autre chose, c'est que pour le faire, on n'est pas obligé de passer par la taxation ou imposer des taxes aux gens. Parce qu'il y a des pays qui ont réussi à améliorer l'accès à l'Internet sans nécessairement martyriser la population avec des impositions. Parce que la population congolaise n'a pas un revenu élevé pour la plupart. Il n'y a pas une classe moyenne en République démocratique du Congo. Il n'y a pas une politique de plein emploi. Vous savez vous-même les coûts de vie au Congo, et que le gouvernement qui convient d'investir, le gouvernement ici de l'alternance de 2019, devrait vraiment être un gouvernement pour réaliser ce qu'on appelle le peuple d'abord, parce que c'est ce qui est dans toutes les lèvres. Mais une mesure, une réforme, je veux dire, c'est même pas une réforme. Donc une décision comme celle-là,
Je me dis si c'est une mesure sociale. Et puis, enregistrer les téléphones, il n'y a personne qui s'oppose à ça. Mais ce qui fâche, c'est les paiements qu'on exige à travers cette opération. Parce que l'idée, on dit qu'ils veulent répertorier les téléphones contrefaits, protéger les pays contre les téléphones contrefaits. Et puis, je ne pense pas que cette maman qui vit à Matete, qui a son téléphone portable et qui lui permet de communiquer avec sa famille, cette maman ne travaille pas à l'OCC, à l'Office congolais de contrôle ou à la DGDA, parce qu'il y a des services de l'État au poste de douane. Ce sont ces services-là qui doivent s'assurer quel genre de marchandises entrent en République démocratique du Congo. Est-ce que ce sont des marchandises piratées? Est-ce que c'est de bonne qualité pour les consommateurs? Le problème, c'est que cette mesure des rames, ça sacrifie les consommateurs, les droits des consommateurs. À vous entendre parler, c'est pas prioritaire? Alors moi, je pense qu'il faut que la lumière soit dégagée là-dessus. Je ne voudrais pas peut-être beaucoup spéculer, raison pour laquelle, pour éviter justement de spéculer, j'ai fait une question orale avec débat, je l'ai rédigée en bonne et due forme, je l'ai déposée les 3 mai au bureau de l'Assemblée nationale, et voilà que ça fait plus d'une semaine que je n'ai même pas une moindre notification de ma question. Parce que d'habitude, et quand je dis d'habitude, je me souviens encore de la période de mon premier mandat. C'était encore sous le président Kabila, sous Minakou, Obama Minakou. On a toujours des notifications. Vous déposez une question orale, on vous notifie. On dit que voilà, votre question orale est envoyée au bureau d'études pour un avis technique. Si ça quitte les bureaux d'études et si on opte pour que le ministre arrive, vous avez des notifications, vous êtes tenu informé de tout ça. Mais actuellement, à l'Assemblée nationale, vous déposez une initiative de contrôle, vous ne recevez aucun message, quoi. Et du coup, vous ne savez pas est-ce qu'on en a tenu compte, est-ce qu'on l'a mis dans les oubliettes, etc. C'est ce qui m'a permis, il y a de cela 3 jours, je crois, de rappeler ça au moyen d'une motion d'information. Heureusement qu'on m'a accordé la parole. J'ai dit que c'était une préoccupation sociale et que l'Assemblée nationale ne devait pas rester insensible. Vous savez, il y a des retenues qui se font, ça va de 1,5 $ jusqu'à 7 $, même plus. Et il y a des personnes, il y avait des utilisateurs de téléphone qui n'étaient plus en mesure d'activer les forfaits. C'est vrai, on avait annoncé une mesure un tout petit peu palliative pour dire qu'on va suspendre, on va ordonner des déblocages des téléphones qui étaient même bloqués. Ils sont allés même jusqu'à bloquer les téléphones des gens. Donc c'est eux qui gèrent tout ce que vous mettez comme possibilité dans vos téléphones pour communiquer. Alors ça doit être l'État qui commence à gérer ça, à soutirer ce qu'il veut soutirer. Raison pour laquelle nous pensons que ce n'est pas social, c'est une mesure antisociale. Et vous avez vu vous-même les soulèvements que c'est à quoi ça a conduit comme soulèvement. D'abord dans les réseaux sociaux, les commentaires sont allés dans tout le sens. Vous avez vu les soutiens que m'ont apporté beaucoup de Congolais qui se sont prononcés sur cette question des rames. Vous avez suivi vous-même une manifestation. Il y a eu des manifestations qui ont été même réprimées par rapport à la question rames. Alors, qui sont en jeu dans cette histoire? Il y a les ministères sans doute des pétantiques. Pourquoi j'ai invité les ministères? Parce que politiquement, c'est les ministères qui répondent devant l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi l'autorité de régulation de la poste et de la télécommunication. Mais au-dessus de tout, c'est la présidence de la République, parce qu'il existe le plan du numérique, le plan pour le développement du numérique. Alors, vous avez dit vous-même, et vous avez compris que c'est très tâtonnant. Au départ, c'était pour lutter contre les téléphones contrefaits. Par la suite, c'était pour améliorer les Wi-Fi. Et puis, on ne sait pas nous dire combien d'argent on a mobilisé. Ça doit être énormément d'argent. Sur les 80 millions de Congolais, il y aurait au moins 38, si pas entre 38 et 40 millions d'utilisateurs de téléphones portables qui sont abonnés aux 4 réseaux de télécommunications qu'on a ici. Et puis, parmi les 40 millions, il y aurait peut-être 20 millions qui sont déjà frappés par la mesure des rames. Alors, si vous calculez 20 millions fois 7 $, ça vous donne combien d'argent? Autour de 140 millions de dollars. Vous voyez que c'est quand même assez d'argent, mais on ne nous dit pas exactement combien on a mobilisé. Et le fameux plan pour le développement du numérique, quelles sont les actions? À part la petite démonstration à laquelle on a assisté à l'UNIKIN, où on disait, voilà, Wi-Fi gratuit, ça reste, vous et moi, la presse, de vérifier si c'est effectivement gratuit. Alors, un plan de développement du numérique doit avoir des actions étalées. Alors, une taxe, c'est quoi? Une taxe doit avoir une contrepartie. C'est ça la différence entre une taxe et un impôt.
Vous payez la taxe, c'est pour avoir la retombée directement. Vous payez l'eau. Pourquoi on paye l'eau? Pourquoi il y a des factures de régie des eaux? C'est pour que l'eau arrive effectivement dans les robinets. Et si l'eau n'arrive pas dans les robinets, c'est qu'on est en train de sacrifier la population. Pourquoi on paye les factures de l'électricité? Vous payez, ça peut être les systèmes traditionnels avec SNEL, ça peut être ce qu'on appelle maintenant cash power, je crois. Mais il faut que le courant arrive. Et si le courant n'arrive pas, c'est qu'on est en train de ne pas respecter les droits des gens, les droits des consommateurs. Alors moi, je pense qu'une question sociale comme celle-là, elle devrait être considérée d'abord comme une question sociale. Ça n'a rien des politiciens. Hein, vous voyez, donc, moi, je suis de l'Union sacrée. Je suis de l'UNC, je suis de l'Union sacrée. Mais lorsque je me prononce sur des questions sociales, je ne vois pas des appartenances politiques. Là, j'agis comme un élu, c'est-à-dire une personne à qui on a confié cette confiance-là pour être représentant du peuple. Et je pose des questions. Je n'ai rien contre le ministre. Je n'ai aucun intérêt d'ordre personnel dans cette histoire. Mon seul intérêt, c'est qu'on ait de la lumière là-dessus. Il faut qu'on nous dise l'entreprise 5C Énergie, hein, l'entreprise qui doit concrétiser les RAM. Hein, les RAM, le fameux registre des appareils mobiles. Ça a été recruté comment? Est-ce qu'on a respecté la loi sur la passation des marchés publics ou ça a été de gré à gré? Hein, vous voyez, il faut qu'on nous dise tout ça. Hein, alors, autant de questions, moi je ne pourrais pas répondre. On ne peut pas répondre à toutes ces questions au cours de cette émission. Vous comprenez vous-même que ça valait vraiment la peine que les ministres répondent. Les ministres qui se feraient accompagner ce jour-là par l'autorité de régulation des postes, téléphone et télécommunications. Donc ce n'est pas une question à minimiser. On peut la minimiser aujourd'hui, hein, parce que j'ai comme l'impression que beaucoup de questions sont maintenant minimisées. On peut la minimiser aujourd'hui, mais elle peut toujours rebondir. Pourquoi? Parce que ce sont des Congolais de différentes tendances. Hein. Il y a mes électeurs qui sont frappés par la mesure RAM. Il y a les électeurs du président de l'Assemblée nationale qui sont frappés par la mesure RAM. Il y a les électeurs du président de la République. Hein. Les électeurs, la population congolaise en général. Hein. Donc c'est une question transversale, il faut la prendre avec tous les sérieux possibles. Mais parlons d'abord des avantages du RAM, registre des appareils mobiles. Moi, je n'ai vu aucun avantage. Il y a aussi un autre avantage honorable, c'est que lorsque l'utilisateur perd son téléphone, il peut facilement bloquer ce téléphone le téléphone qui se trouve bien évidemment entre les mains du voleur, et puis le débloquer au moment où il en a à sa possession. Ça, c'est aussi un avantage. Faites un sondage de gens qui ont perdu leur téléphone et ils ont utilisé ce que vous expliquez là et qui peuvent témoigner à Politikon CD que voilà, nous sommes des témoins, nous avons vécu cela, merci à ce système de RAM qui nous a aidés à... Il n'y a pas de cas. Pour les universités. Moi, j'aimerais bien que vous fassiez une enquête dans ce sens-là, hein, pour compléter... Peut-être que je n'ai pas des informations suffisantes, et moi, je reste convaincu que c'est une mesure impopulaire. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de Congolais, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui soutiennent ça. Et donc, il faut vraiment... Moi, je crois qu'il faut beaucoup de sérieux. Il ne faudrait pas qu'on se contredise. La population souffre. On a annoncé un plan du numérique. Les slogans, c'est le peuple d'abord. Eh bien, il faut être cohérent. Tout ce que nous demandons, c'est d'être cohérent. Hein? Nous ne faisons pas de l'opposition, nous demandons seulement à être cohérent. Être cohérent, nous devons avoir un gouvernement sensible aux difficultés de la population. Moi, je ne dis pas aux gens, je ne fais pas ici de l'incivisme fiscal. Encore qu'une taxe doit être déterminée par une loi. Hein? Pour les cas des RAM, on ne sait pas la nomenclature. Il y a des lois, il y a l'ordonnance loi sur la nomenclature des taxes. Vous voyez? Revenons sur votre projet, sur votre question orale avec ça. Débat. Est-ce que c'est pas une manière posez-moi la question de mettre fin au projet RAM? C'est pas une manière pour vous de mettre un terme à ce projet-là? Non, il y a moyen de maintenir... Quand vous amenez ça à l'Assemblée nationale? Non, je n'ai aucune intention. Moi, je ne peux pas contribuer à... Bon, moi, mon souci, c'est quoi? C'est que des téléphones contrefaits n'entrent plus au Congo. Hein, par exemple. Moi, mon souci, c'est que l'Internet s'améliore, la desserte en Internet. En tant qu'élu, je ne peux que souhaiter ça. Hein, vous ne me voyez pas, moi, souhaiter le contraire. Ce qui énerve, c'est qu'on est en train d'exiger l'argent à la population qui n'a pas un revenu élevé. C'est ça le problème. Et si on exigeait l'argent avec une contrepartie visible,
il n'y aurait aucun problème. Mais c'est la taxe, c'est comme on paie avec la Régie des eaux, tout à l'heure vous venez de le dire, Régie des eaux, SNEL, là aussi c'est la taxe par rapport à la Demain, consommation vous me verrez m'intéresser et soulever des préoccupations dans les autres domaines, parce qu'il me semble que beaucoup de gens payent l'eau, mais ils ne reçoivent pas l'eau dans les robinets. Beaucoup de gens. Hein? J'ai reçu beaucoup de plaintes dans ce sens-là. Donc ne soyez pas surpris demain après-demain, mais voir soulever une autre question. Ça ne sera pas la communication, ça sera peut-être l'eau, ça sera les transports, parce que nous devons être sensibles aux questions sociales. Honorable, on va parler de... Donc nous sommes prêts pour payer les impôts et les taxes. En tout cas, pour les impôts, il n'y a pas de débat. Pour les taxes, nous voulons à tout le moins qu'il y ait une contrepartie. C'est comme ça que ça s'est fait ailleurs. Hein, les Français ne peuvent pas payer des taxes quand ils ne voient pas une taxe de la municipalité, quand ils ne voient pas une retombée. Les Tanzaniens ne peuvent pas payer des taxes quand ils ne voient pas une retombée. Alors le Congo, ce n'est pas un pays qui est en vase clos. Inspirons-nous quand même des bons exemples qu'il y a ailleurs. Si nous ne voulons pas aller en Europe pour trouver des bons exemples, nous pouvons les trouver en Afrique. Il y a des pays où on essaie un peu de respecter les droits des gens, les droits des consommateurs. Certes, on demande des taxes aux gens, mais il y a une contrepartie. Donc les exemples ne manquent pas. Il y a toujours moyen de nous inspirer. Mais nous devons avoir pitié envers la population parce que la population souffre. Et nous, les élus, nous, les dirigeants, ne devons pas donner l'impression que nous vivons dans un monde à nous. Nous ne vivons pas dans un monde à nous. Nous vivons dans ce même monde ici, hein, dans ce même environnement où communiquer, ça devient un luxe. Hein, mettre des unités dans son téléphone. Et si vous réussissez à mettre, vous avez vos 5 dollars dans votre téléphone, des dollars et tout, et puis il y a les fameux systèmes RAM qui viennent vous ravir ça, et puis vous ne comprenez pas exactement pourquoi on vous les ravit. Ce n'est pas vous qui avez importé les téléphones, contrefait. Vous voyez un peu ce que ça fait. Hein? À vous entendre parler, ce n'est pas une vice de procédure par rapport à ce projet RAM-là? En tout cas, s'il y a vice, ce n'est pas au niveau de mon initiative de contrôle. Il y a certainement, et vous l'avez bien compris, il y a beaucoup de questions et beaucoup de flou, beaucoup de nuages au niveau du système RAM lui-même, du projet RAM. Et donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas un débat au niveau du Parlement, il n'y a pas un espace meilleur que le Parlement. On n'irait pas au stade. On n'irait pas au stade des martyrs pour débattre de la question. Comment trouvez-vous... La question ne peut être débattue qu'à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a beaucoup de questions non élucidées, et il y a beaucoup de questions sans réponse. Et je me demande moi-même quand est-ce qu'on aura des réponses. Raison pour laquelle je m'adresse au leadership du nouveau président de l'Assemblée nationale. Il faut vraiment qu'il imprime son leadership, qu'il soit l'église au milieu du village. Nous savons qu'il a une appartenance, comme nous tous, même moi j'ai une appartenance politique, mais à un moment donné, il faut aller au-delà quand même de son appartenance politique. Surtout lorsque vous êtes en face des préoccupations sociales. Parce que nous serons tous jugés par la population d'ici là. Je ne vous dis pas quand exactement, mais ce n'est plus pour beaucoup de temps. Nous serons jugés par la population, nous devons agir en conséquence. Comment trouvez-vous la politique communicationnelle mise en place par le ministère des PTNTIC par rapport à ce projet RAM? Très déficitaire comme politique de communication. Très déficitaire parce que j'ai suivi les ministres. Oui, il s'est exprimé, mais il ne m'a pas convaincu. Et je suis sûr qu'il n'a pas convaincu beaucoup de gens. Parce que convaincre, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement parler français. Convaincre, c'est donner des arguments. Des arguments qui touchent non seulement les oreilles, qui touchent les cœurs et qui convainquent. Mais moi, je n'ai pas été convaincu, raison pour laquelle j'ai maintenu mon initiative de contrôle. Et puis, parfois, c'est les porte-paroles de l'ARTPC ou, je ne sais pas moi, du projet RAM qui s'expriment. Dernièrement, il a dit que non, les RAM restent maintenus, c'est seulement les déblocages des téléphones qui est... Là encore, moi, je n'ai pas vu la satisfaction. On en parlera tout à l'heure, oui. Vous voyez un peu? Donc, nous sommes restés, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Vous voyez, avec la fameuse question des RAM. Il n'y a rien qui a été résolu fondamentalement. Raison pour laquelle, en réagissant sur Twitter, j'ai dit, nous ne voulons pas de demi-mesures. Hein? Ordonner les déblocages comme ça a été fait, des téléphones qui étaient, semble-t-il, bloqués à cause du RAM, pour non paiement de RAM. Ce n'est pas encore la mesure qu'on attend. La mesure qu'on attend, c'est la suppression de cette taxation. On peut maintenir, qu'ils voient, c'est eux qui sont experts. Et je reste convaincu qu'on peut maintenir le RAM en supprimant la taxation. Pourquoi supprimer? Oui, parce qu'il faut voir les conditions sociales des Congolais, tout simplement. Mais il faut aussi payer la taxe. Et puis, on ne nous dira pas que c'est impossible d'améliorer l'accès à l'Internet
en supprimant cette taxation. C'est possible. C'est possible d'améliorer l'Internet sans taxer les gens. Cela reste possible. Alors, on va parler de cette lettre. Parce que le projet pour développer le numérique, l'argent ne viendra pas directement des taxes à la population. Vous voyez, ça peut venir des impôts. Il y a des impôts, ça vient des minéraux. Il y a des grands secteurs, des pétroliers et tout ça, qu'on essaie un peu de voir dans l'argent de l'État. Ce qui est prévu pour la gratuité. Ce qui est prévu pour toutes les réformes qu'on a lancées. Parce que là, je considère Mais ça va pénaliser d'autres réformes. Je considère que ça aussi, c'est une réforme. Est-ce que pour financer une réforme, il faut que ça soit sur la tête des citoyens pour financer une réforme? Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, voilà, il faut contribuer, que chaque député contribue avec 500 $ pour donner aux militaires au front. Est-ce que les gouvernements manquent l'argent pour donner aux militaires au front? Le problème, c'est que l'argent est mal géré. Vous êtes aussi les élus du peuple, vous pouvez vous sacrifier pour ce même peuple qui vous a voté. Non, mais notre rôle, c'est quoi? C'est de contribuer individuellement pour l'armée, ou notre rôle, c'est de suivre l'argent, les budgets que nous avons adoptés, voir si ces budgets parviennent aux militaires. Alors, un député, s'il pense, il est convaincu que la solution ne reste que des petites contributions à donner, c'est qu'en fait, il a désarmé, il a démissionné même de son rôle de contrôle. Vous comprenez? Nous avons été élus, nous, c'est pour faire des lois, c'est pour suivre aussi le budget de l'État, comment il est exécuté. Est-ce que ça parvient aux militaires? Est-ce que le budget de l'État parvient aux enseignants? Alors, imaginez que les députés commencent à contribuer pour donner l'argent, les salaires des enseignants. Imaginons que notre rôle se réduise à des contributions, des cotisations pour donner à qui d'autre? Aux magistrats. On est dans quel état? C'est qu'on a tué, on a mis une croix sur les contrôles parlementaires. Il faut que chacun fasse son travail. Les députés ne peuvent jamais avoir l'illusion qu'ils feront le travail du gouvernement. Jamais. Il y a un gouvernement et il y a un parlement. Le rôle du gouvernement, c'est d'exécuter les programmes du gouvernement, les budgets de l'État, toutes les prévisions telles que fixées, au gouvernement de les exécuter, à nous de suivre. C'est ça le rôle. Un député ne peut pas perdre de vie. Et les gens ne doivent pas être des naïfs. Parce que même lors des élections, les députés ils viennent avec des cadeaux à distribuer aux gens et on pense que ce sont les meilleurs députés. Parce qu'ils sont venus distribuer des poissons salés, des pagnes, des t-shirts. Ce n'est pas ça le rôle du député. La population devait être méfiante vis-à-vis des gens qui demandent des voix en distribuant des choses. Ce n'est pas ça le rôle du député. Le député n'est pas un assistant social. Le député peut aider parce qu'il vit dans la communauté. Il y a des relations humaines et il faut être sensible envers quelqu'un qui souffre. Mais les devoirs, le travail qu'on a donné aux députés, ce n'est pas d'agir comme un assistant social. Le travail que la population a donné aux députés, c'est de suivre si les programmes, les projets du gouvernement sont exécutés, les sauts de moutons et autres, de suivre si, la gratuité de l'enseignement par exemple, et de suivre si le gouvernement fait bien son travail, et les entreprises s'ils font bien leur travail. C'est ça les rôles qu'on nous a donnés. Et il ne faut pas que la population oublie cela. Et il ne faudrait pas que certains parmi nous jouent les malins, une sorte de manipulation de l'opinion. Mon devoir à moi, ce n'est pas seulement de rester populaire au sein de l'opinion, mon devoir à moi aussi, c'est d'éduquer la population. Nous devons éduquer la population. Parce qu'un grand défi aussi, c'est que beaucoup de nos compatriotes ne connaissent pas les lois essentielles, leurs droits et leurs devoirs. Parce qu'on n'a pas un programme national de vulgarisation des lois. Alors, le rôle des dirigeants aussi, un bon dirigeant doit être également d'éduquer la population, lui dire qui sont ses droits, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Donc, cette émission ici, votre émission, elle est éducative aussi en même temps. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Merci beaucoup. On va parler de cette lettre adressée au président de la République. L'autorité de régulation des postes et télécommunications a sollicité via une lettre justement, c'est la suppression du système billing 2.1. Donc, ce n'est pas la suppression de la taxe RAM, mais on a juste supprimé un système qui consiste à bloquer les activations. Donc, désormais, ce n'est plus conditionné par... la taxe RAM n'est plus conditionnée par l'activation ou la désactivation. Avec cette mesure, au moins, vous êtes satisfait? C'est une demi-mesure. C'est pas une mesure. C'est pas une solution, en fait. Là, c'est pour débloquer les téléphones qui étaient déjà bloqués, c'est ça? Oui. Donc, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que vous ne payez pas la taxe RAM ou vous n'avez pas l'argent pour approvisionner votre téléphone, on vous bloque la possibilité d'activer. Alors,
les billings, là, les déblocages là, des billings, le système billing le système 2.1. billing, ça consiste juste à vous sortir juste de cette situation embarrassante. Mais le RAM, vous n'êtes pas exempté du RAM, c'est ça le problème. Et le porte-parole, je crois, du projet RAM l'a dit, que le RAM restait. L'activation n'est plus conditionnée par le paiement de la taxe RAM. Du moins, avec ça, les gens peuvent facilement activer sans pourtant être. Mais les gens embêtés ou continuent à inquiets. recevoir des messages RAM, non? Dans leur Bien téléphone. sûr, Ils continuent à être frappés. la taxe existe bel et bien. Voilà, la taxe existe bel et bien. Vous comprenez? Alors, le problème, pourquoi maintenir la taxe? C'est ça. Toute la question, c'est à ce niveau. Ce n'est pas que nous posons la question, est-ce nécessaire d'enregistrer les téléphones ou quoi? On peut enregistrer. Il y a des pays qui ont enregistré les téléphones déjà. Hein? Il n'y a personne qui s'oppose à ça. Mais pourquoi taxer la population? On ne peut pas accepter n'importe quelle taxe. C'est ce que les gens doivent savoir. Que dans une démocratie, on n'accepte pas n'importe quelle taxe. Hein? On accepte une taxe lorsqu'on on est sensibilisé d'abord sur l'importance de la taxe. Est-ce qu'il y a eu une sensibilisation sur l'importance du RAM? Avez-vous suivi une sensibilisation de l'opinion sur le projet RAM? Où les gens ont été surpris un bon matin avec des messages qui pleuvaient dans leur portable, avec RAM, payer RAM, RAM, aller au site RAM et tout ça. Non, il y avait des messages en amont qui parlaient du projet. C'était pas encore opérationnel. Non, des messages, oui, mais il n'y a pas eu des... Vous savez, un gouvernement qui sensibilise sa population, il y a des cas où vous voyez un gouvernement sensibiliser la population, où vous voyez les autorités les plus élevées organiser des séances, des causeries éducatives. Parce que si vous avez une réforme à concrétiser, eh bien, il faut trouver de la manière. Parce que la réforme, toute réforme doit être appuyée par la population. Si une réforme rencontre un ras-le-bol populaire, c'est que ça n'a pas été, dans la conception, il s'est posé un problème de réflexion quant à la mise en œuvre, quant à la mise en route. Parce qu'une réforme ne devait pas être contestée comme maintenant, parce que la réforme est RAM, le projet RAM. Vous pouvez poser la question à plusieurs personnes, vous pouvez faire un sondage, vous remarquerez que, en tout cas, vous aurez au moins 80% des Congolais qui sont contre ça. Donc, c'est une mesure impopulaire. Nous pensons qu'il faut enregistrer les téléphones portables, il n'y a pas de problème. Il faut éviter les téléphones contrefaits, que les services des douanes fassent leur travail, l'OCC, DGDA et tout ça, mais qu'on protège les consommateurs. Il ne faudrait pas subir la lourdeur de... La vie, elle est déjà difficile. Des problèmes, il y en a déjà beaucoup d'ordre social. Et des grâces, il ne faut pas martyriser la population. Il faut avoir pitié de la population. C'est tout ce que je demande au gouvernement en tant que député. Alors on va chuter, mais on va parler d'une question sensible aussi. Ce sont les élections. Les élections en 2023. L'UNC est-elle prête pour affronter les échéances électorales? Je n'ai aucune idée à ce sens-là. Je n'ai aucune idée, parce que, comme vous le savez, le président a des démêlés avec la justice. Je crois qu'il faut d'abord résoudre ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il retrouve toute sa liberté. Et je crois que c'est un préalable. Je ne pense pas qu'au niveau de l'UNC qu'on réfléchisse à ça pour le moment, parce qu'il y a véritablement un préalable, c'est qu'il sorte de la situation dans laquelle il se trouve. Donc, il n'y aura aucun candidat, c'est ça, en 2023 pour le compte de l'UNC? Je ne pourrais pas, c'est trop tôt, parce qu'il reste un grand préalable qu'on ne sait pas encore. Il reste moins de 2 ans, honorable. Bien sûr, même s'il restait une année, tant que ce préalable n'est pas résolu, ça va être difficile de savoir quelle sera la position de l'UNC. Donc, votre participation aux élections est conditionnée par la libération de votre leader Vital Kamerhe, c'est ça? Bon, parce que moi, je ne vois pas les partis aller aux élections pendant que le président est dans cette situation. Ça se passerait comment? Wait and see. Attendons voir les moments venus. Il ne faut pas anticiper. Mais permettez que je vous dise qu'au niveau de l'UNC, la préoccupation, c'est d'abord le sort du président Kamerhe. Est-ce qu'il resterait encore en prison? Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il va aller se faire soigner à l'extérieur? Voilà autant de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Un mot aussi sur la loi électorale. Qu'en dites-vous? Alors, vous savez, je suis membre du G13. C'est le groupe de 13 personnalités qui se sont réunies au-delà des colorations politiques et des familles politiques pour réfléchir sur les réformes. Parce que nous nous sommes dit qu'on ne va pas préparer les élections la veille des élections. À la veille des élections. Il faut préparer ça avant, il faut préparer les cadres juridiques, il faut voir la loi organique de la CENI, qu'est-ce qu'il faut modifier là-bas, la loi électorale aussi. Et je vous donne un exemple. Est-ce que c'est toujours
intéressant de maintenir cette possibilité pour quelqu'un de mettre sa femme, ses enfants, premier suppléant, deuxième suppléant et tout. Et vous trouverez quelqu'un, il est député, il devient ministre, c'est son épouse qui devient députée. Son épouse devient peut-être chef d'entreprise, c'est le fils aîné qui devient député. Donc, c'est des choses qu'il faut, je crois qu'il faut corriger toutes ces choses-là. La corruption, elle est devenue rampante ici. Est-ce qu'il n'y a pas de mesures pour que la loi soit un peu plus contraignante, qu'on limite toute possibilité, qu'on supprime toute possibilité de corruption, ou qu'on réduise au fait les risques de corruption durant les élections? Alors, il faut voir toutes ces questions. L'élection présidentielle, est-ce qu'elle doit encore rester à un tour, alors qu'on sait que lorsque cette constitution de 2006 a été promulguée, c'était 2 tours. Sur le président Kabila, à son époque, en 2011, avant les élections, lorsqu'il avait besoin d'un deuxième mandat, c'est à ce moment-là que ça avait été modifié. Et comme le contexte est largement passé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir à 2 tours? Alors, voilà, c'est des questions. Nous, on a voulu qu'on les traite en priorité. Mais nous sommes un tout petit peu inquiets de constater qu'à l'Assemblée, on avait commencé déjà avec la loi Lutundu, la loi organique de la CENI. Justement. Au lieu qu'après cela, qu'on s'attaque à la loi DG13. La loi Lutundu, c'est aussi par rapport à la désignation des membres de la CENI. On avait commencé, non? On a lancé même un débat sur la loi organique de la CENI. Vous savez, il y avait aussi cette préoccupation là où les bureaux étaient tentés de commencer d'abord les débats sur la désignation des personnes avant même de mettre sur pied les cadres juridiques. Alors nous avons conseillé, comme G13, tous les membres du G13, c'est ceux qui se sont exprimés, même dans les médias. Il y a eu même un communiqué officiel du G13 où nous avons dit qu'on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut commencer d'abord par préparer les cadres juridiques, c'est-à-dire la loi électorale, la loi organique de la CENI. Ce n'est qu'après qu'il faut désigner des animateurs. Parce que si on commence maintenant là à débattre sur des personnes, ça a pris beaucoup de temps. Tu as vu comment les gouvernements, ça a pris beaucoup de temps, quoi. Et chaque fois que les Congolais commencent à chercher qui sera président, qui sera vice-président, rapporteur et tout, ça prend beaucoup de temps et on évite de s'attaquer aux vrais problèmes. Je crois qu'il faut changer de paradigme et la façon de faire les choses. Ce sera votre dernier mot. Merci beaucoup, honorable Juvénal Mounoubo. Je rappelle que vous êtes député national, membre de l'Union sacrée, mais également cadre de l'UNC, Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe. Je vous remercie, madame, et merci à tous ceux qui nous suivent.